Yo, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 histoires d'horreur terrifiantes qui vont vous angoisser, qui vont même vous empêcher de dormir correctement la nuit. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. Générique. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première histoire. Première histoire. Il faisait très nuit, il pleuvait et un homme était à moto et il circulait sur une route pas très bien éclairée. Il vit une jeune fille qui était vêtue d'une robe blanche et la pauvre était toute trempée. L'homme s'est arrêté et la jeune fille lui demanda s'il pouvait l'accompagner chez sa grand-mère. Bien sûr, il accepta et lui prêta même son blouson, vu qu'elle était trempée. Il l'accompagna donc chez sa grand-mère, mais il oublia son blouson. Donc le lendemain matin, il se rendit chez la jeune fille. C'est la grand-mère qui lui a ouvert la porte. L'homme demanda si la jeune fille était là, car il voulait récupérer son blouson. La grand-mère était très étonnée. Elle lui demanda quand il avait pu la rencontrer. L'homme lui expliqua tout. Et la grand-mère lui dit que c'était impossible, car sa petite fille était décédée depuis 4 ans. Bien sûr, il ne la croyait pas. Donc la grand-mère lui demanda de se rendre au cimetière, chose qu'il a bien évidemment faite. Et quand il fut arrivé là-bas, il vit son blouson sur la tombe de la jeune fille, ainsi que sa photo. Il l'avait bien reconnue, et après 4 jours, l'homme décéda suite à un accident qu'il eut au même endroit où il avait rencontré la jeune fille. Vous sentez ces petits frissons derrière votre dos, hein? Non, mais que dire de cette histoire? Elle est pas très effrayante en soi, mais elle est très triste, je trouve, très triste. Parce qu'au final, le mec il s'est rendu compte qu'en fait, la fille à qui il parlait le jour d'avant, elle existait tout simplement plus. Et donc, il s'est posé des questions, il comprenait pas. Et en fait, je me demande quelle sensation ça doit faire que de se rendre compte que, au final, c'était soit une personne décédée ou alors, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, mais je sais pas si c'est une histoire vraiment paranormale en soi. Très étrange, très étrange. Allez, c'est parti, on passe à l'histoire numéro 2. Famersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message était écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Waouh. Ouh, très glauque comme histoire, très glauque comme histoire. Non, là c'est pas du tout rassurant. D'autant plus que c'est pas une histoire paranormale en soi, mais plus quelqu'un qui s'est infiltré chez la jeune fille. Donc c'est très chaud. Non, c'est très chaud. C'est surtout le fait de se dire que en fait vous êtes en train de dormir tranquillement chez vous. Et là, en fait, vous vous rendez compte que quelqu'un s'est infiltré
à l'intérieur de chez vous, mais là ce qui est encore plus glauque en soi, ce qui rend l'histoire encore plus glauque, c'est le fait de l'histoire avec le chien, quoi. Le fait que on lui lèche la main, mais en fait c'était plus son chien, quoi, qui lui léchait la main, mais c'était bien l'intrus qui s'est infiltré chez elle, quoi. C'est extrêmement malsain. On passe à l'histoire numéro 3. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du matin. Elle remonte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de très près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive donc dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait tout simplement de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. On est toujours sur quelqu'un en fait qui s'infiltre chez des gens ou voilà qui poursuit vraiment des gens en soi, mais là ça rend l'histoire très mystérieuse et incroyable parce que en fait c'est un gars qui s'est rendu compte que quelqu'un suivait Nathalie en fait et voulait tout simplement la prévenir et la protéger de cette personne. Mais en soi, elle a de sa gentillesse, voilà, et de son courage, elle a voulu protéger Nathalie et cette personne l'a tout simplement payé de sa vie, quoi. On passe à la 4e histoire. Quatrième histoire. La babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle le décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père, qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'elle a été coupée et qu'il va la rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demanda-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle décroché de nouveau que l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? »
Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content. C'est ce que vous vouliez ? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi, hurle-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir. En haut des escaliers, un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste eu le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Ouh, c'est pareil, cette histoire elle est vraiment très très glauque. Et je trouve que ça en rend l'histoire beaucoup plus effrayante qu'une histoire de fantôme ou quoi, parce que là, on n'a pas de doute, c'est une histoire qui peut vraiment se passer. Et c'est tout simplement des tueurs, des gens qui sont complètement fous et qui s'infiltrent chez des gens pour leur faire du mal, pour tout simplement en dégager un plaisir, quoi, les torturer et les tuer. Je pense que j'essaye de m'imaginer, enfin c'est impossible, mais de s'imaginer à la place de cette personne et imaginer que vous êtes tout simplement là pour faire votre job, tout ça, et puis vous vous rendez compte que malgré votre attention, une personne s'est concrètement infiltrée chez vous et vous vous en êtes même pas rendu compte, et cette personne veut tout simplement votre mal, quoi. Donc là, par chance, elle a eu le temps tout simplement de sortir et d'informer des policiers, mais je pense qu'elle doit avoir une certaine culpabilité en elle si cette histoire est vraiment réelle, parce que elle doit se dire, mais j'ai eu de la chance de me sortir de cette histoire, mais en soi, ces 3 enfants sont morts, et j'aurais peut-être pu faire quelque chose pour faire en sorte que ces enfants s'en sortent, quoi, avec moi. Et voilà, c'est quelque chose qui doit être quand même difficile à vivre au quotidien. Allez, c'est parti, on passe à l'histoire numéro 5. L'histoire numéro 5, c'est une histoire que j'ai moi-même vécue. Ça s'est passé quand je devais avoir peut-être 10 ou 12 ans. Et c'était pendant une soirée où mes parents et moi, on était invités à un barbecue, en fait, dans une ancienne usine de bois désaffecté. Donc on y va, tout ça, on est invité, on commence à passer le début de soirée et tout. Mais sauf que quand je venais d'arriver, j'ai remarqué qu'il y avait une toute petite maison, vraiment, mais genre vraiment qui était au milieu de l'usine. Et elle était cassée, mais genre de partout, donc on voyait bien qu'elle était abandonnée. Donc je fais mon truc et tout, on va au barbecue, on mange avec les gens et tout ça, on rigole et tout. Et puis là-bas, je me fais un ami qui avait à peu près mon âge, en fait. Et avec ce gars-là, on s'est dit, vas-y, viens, on va voir de plus près par simple curiosité, en fait. On voulait juste aller voir la maison et tout. Et puis on s'approche petit à petit. Et là, on commence à observer un petit peu et tout, et puis on commence à flipper un petit peu, vous savez, on se fait un petit peu des fausses idées et tout, on commence à se faire des films. Donc moi, je dis à mon pote, vas-y, viens, on y va, on va voir vite fait ce que c'est, ce qu'il y a à l'intérieur et tout, et après on s'en va. Et lui, c'est pas qu'il n'a pas eu assez de courage, mais il se sentait pas d'y aller. Donc moi, ma curiosité, elle était plus importante que tout, donc je me suis senti d'y aller, quoi. Et puis donc je me suis approché gentiment, tout doucement et tout, et j'essaye d'apercevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je m'approche, et puis là je me tends vers une des fenêtres, en fait, qui était cassée. Et je regarde à l'intérieur, et il y avait rien du tout. Mais il y avait rien du tout, mais
En fait, c'était un sol qui était totalement bétonné et à l'intérieur, en fait, il y avait une sorte de sous-sol avec des escaliers en béton. Et donc, je me pose des questions parce que, en fait, je pensais que l'endroit était sûrement habité par un SDF ou quoi parce que il faut savoir que la cheminée de la maison, bah, il y avait de la fumée qui sortait. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être quelqu'un, un SDF ou quoi, qui vient squatter, qui se réchauffe peut-être, enfin voilà, mais après la cheminée, genre, quand si la cheminée fume, c'est qu'il doit y avoir une cheminée quelque part. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu étrange. Donc je rentre à l'intérieur de la maison, je mets deux pieds, et puis voilà, je m'adresse à potentiellement quelqu'un, parce que voilà, je voulais déranger personne s'il y avait un squatter ou quoi. Et puis voilà, je pose une question, je fais bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un je ne veux pas je ne veux déranger personne. Enfin voilà, j'essaye de de m'adresser à quelqu'un quoi. Et puis là, aucune réponse. Donc je me dis bon bah ok, il y a personne. Donc je m'approche petit à petit du sous-sol en fait, et puis j'essaye d'observer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sauf que c'était noir, mais genre on voyait même pas à 2 mètres quoi. Genre, on voyait quoi, une, deux marches, et après c'était fini, on voyait plus rien. Et donc, bah, je commence à m'approcher encore de plus en plus, de plus en plus. Et puis, toujours en observant mon environnement, en fait. Je regardais un peu autour de moi, voilà ce que je pouvais trouver et tout. Et puis, là, je me dis, bon, vas-y, j'ai envie de voir, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a. Donc, je commence à descendre les marches. Et puis là, arrivé à peu près à la moitié, je m'arrête, mais d'un seul coup, et il y a une sensation en fait qui me rentre dans tout le corps, qui m'emplit mon corps entièrement, et j'ai pris mais une de ces peurs, enfin en fait j'ai un frisson en fait total qui m'a traversé tout le corps, et j'ai pris totalement peur, je sais pas pourquoi, mais un sentiment de mal-être mais immense. Et en fait, j'ai eu tellement peur que je suis parti, mais en courant. Je suis allé rejoindre mes parents et j'ai passé le reste de la soirée à côté d'eux. Et donc, pendant le reste de la soirée, eh ben, il faut savoir que je sais pas pour qui, pourquoi, mais j'avais des visions en fait dans la tête. Et en fait, mes visions, c'était des visages de gens que je ne connaissais pas, mais qui défilaient en fait. Qui défilaient comme ça d'un coup. Vous savez, comme si vous swipiez des visages de personnes ou que vous feuilletiez un catalogue. Et puis là, hop, ça défile, les visages défilent, les visages défilent, les visages défilent. Et ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais. Alors, la soirée s'est terminée et puis je suis rentré avec mes parents chez moi. Donc voilà, je rentre tranquille, je commence à me coucher et tout. Et j'essaye de m'endormir. Sauf que bah, ces visions ne s'arrêtent pas. Et je n'arrive mais pas du tout à trouver le sommeil, quoi. Donc, et puis le truc, c'est que ça me gênait tellement et ça s'arrêtait jamais que j'en avais mais hyper mal au crâne. Et je commençais à vraiment avoir genre des sueurs froides. Et enfin, c'était vraiment très très bizarre, hein, très très bizarre. Et donc du coup, bah, j'arrivais vraiment pas à dormir. Donc pour me rassurer, je suis allé toquer à la porte de mes parents. Et puis là, je leur dis, voilà, j'arrive pas à dormir et tout, je me sens pas bien, tout ça. Donc mes parents s'inquiètent pas trop. Je leur dis, voilà, j'arrive pas à dormir et tout. Donc ils s'inquiètent pas, ils disent, voilà, il se fait de fausses idées et tout. Il a trop regardé de films d'horreur ou quoi, donc voilà. Et puis même dans la chambre de mes parents, j'arrive pas à trouver le sommeil pendant toute la nuit, quoi. Donc ça a continué pendant toute la nuit. Et ce n'est que le lendemain matin qu'en fait, ces visions se sont arrêtées. Genre j'avais plus rien. Et depuis ce jour-là, je me pose toujours la question de ce qui s'est passé en fait. Est-ce que ce que j'ai vécu, c'était quelque chose genre de paranormal? Ou alors est-ce que c'est plus l'effet de mon cerveau, l'inconscient, la peur, le fait que je m'imagine des films, etc. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire en fait. Vraiment. C'est... J'aurais pas la prétention de dire que c'est quelque chose de paranormal, mais je me pose toujours la question en fait. Et je suis curieux de savoir de ce que vous pensez de mon histoire. Si y en a certains d'entre vous qui ont vécu la même chose que moi ou des choses un peu similaires, etc. Dites-le moi dans les commentaires, ça va vraiment m'intéresser d'aller voir. Donc voilà. Est-ce que c'était une histoire paranormale ou non?
je ne le saurai peut-être jamais. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager à vos amis si vous avez envie de leur faire découvrir ma chaîne YouTube. Moi, ça me permettra de faire avancer tranquillement mes projets. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Crocro. Ciao!